Le jour où l'armée lui a rendu ses papiers, elle n'avait plus ni logement, ni salaire, ni réputation. Juste un sac militaire sur l'épaule et une chienne qui boitait légèrement sur sa droite. 200 € en liquide, un nom que personne dans sa ville natale ne voulait plus entendre prononcer. Elle a trouvé une vieille tour forestière abandonnée au sommet d'une colline. Et ce que cachait le sol sous ses pieds, personne n'aurait pu l'imaginer. Un secret enfoui depuis 60 ans, que sa chienne a senti avant qu'elle le voie. Le capitaine du village l'a humiliée publiquement. Son beau-père a fermé la porte sans un mot. On lui a refusé un toit, puis un travail. Il pensait l'avoir brisée. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle était en train de construire là-haut. Et quand la catastrophe a frappé la vallée, une seule personne était prête. Une seule personne savait quoi faire. Et c'était elle, celle que tout le monde avait chassée. Si vous avez déjà su ce que c'est d'être mis de côté par les gens auxquels vous faisiez confiance, cette histoire va vous toucher. Regardez jusqu'au bout, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle était la chose dont vous êtes le plus fier d'avoir construite seul, quand personne n'y croyait. Le quart de Grenoble arriva à Beaumont-les-Gorges à 14h23 avec 10 minutes de retard. Léa Fontaine descendit la dernière, son sac à dos militaire sur l'épaule, Coda collé à sa jambe gauche. La chienne ne tirait pas sur sa laisse. Elle marchait avec cette précision propre aux bêtes dressées, la tête légèrement basse, la patte avant droite posée avec un soin imperceptible. Elles s'arrêtèrent toutes les deux sur le trottoir et regardèrent la place. Beaumont-les-Gorges n'avait pas changé. Les mêmes platanes centenaires, la même fontaine au centre dont le bassin verdissait chaque été, le même café avec ses chaises en plastique rouge alignées sous le vent, et les mêmes gens, quelques retraités sur un banc. La femme du boulanger qui rentrait avec son cabas. 2 hommes devant la mairie qui fumaient sans se regarder. Léa traversa la place. Elle n'avait pas prévu de s'arrêter. La voix la cloua sur place à mi-chemin. Fontaine. Elle connaissait cette voix. Grave, posée, habituée à être obéie. Le capitaine Marcel Renard sortait du café, une tasse encore à la main, comme s'il avait attendu précisément ce moment. Il portait sa veste de gendarmerie même en dehors du service. Il avait toujours dit que l'uniforme n'était pas une tenue, c'était un état d'esprit. Il s'arrêta à 3 mètres d'elle. Les hommes devant la mairie s'étaient retournés. La femme au cabas ralentit le pas sans s'en rendre compte. « Je ne savais pas si tu aurais le culot de revenir ici, » dit-il. Pas méchamment, presque pensif. Ce qui était pire. Léa ne répondit pas. « Renvoyé avec mention, » continua-t-il, plus fort maintenant, assez fort pour que les gens sur le banc puissent en entendre sans avoir l'air de tendre l'oreille. « Other than honorable. C'est ce qu'ils appellent ça, non? Pas un déshonneur total, mais presque. La nuance pour ceux qui ont failli. » Il but une gorgée de café. La désertrice qui a trahi l'uniforme. C'est comme ça que ça se dit. Coda émit un son très bas, presque inaudible. Pas un grognement. Quelque chose de plus contenu, venu du fond de la gorge. Léa posa 2 doigts sur sa tête. « Bonne journée, capitaine, » dit-elle. Elle reprit sa marche. Dans son dos, il n'ajouta rien. Il n'avait pas besoin, le travail était fait. La maison de son beau-père se trouvait rue des Acacias, à 8 minutes à pied. Léa les compta. Elle compta ses pas, les fissures dans le trottoir, les numéros des portes. C'était une technique qu'Amira lui avait apprise pendant la première mission. Quand tu sens que tu vas perdre pied, tu comptes quelque chose de concret. Le monde réel ne te lâche pas si tu le tiens par les détails. Bernard Fontaine ouvrit avant qu'elle frappe. Il avait dû la voir arriver depuis la fenêtre du salon. Il était en gilet de laine, les bras croisés, et son visage portait cette expression qu'elle connaissait depuis l'enfance, celle qu'il réservait aux situations embarrassantes. « Ta mère n'est pas là, dit-il. Je sais, elle est à Lyon chez ma tante. Je vous ai envoyé un message. Je l'ai eu. » Il ne bougea pas de l'encadrement, Léa attendit. « Ce n'est pas un bon moment, dit-il enfin. Avec tout ce qui se dit. Les gens font des associations, tu comprends. Ton nom, notre nom. Je cherche juste un endroit pour quelques semaines.
Le temps de... Non? Il dit ça doucement, presque avec regret, ce qui était sa façon de ne jamais se sentir coupable de rien. Ce n'est pas possible. Désolé, Léa. La porte se referma. Pas avec violence. Tranquillement. Elle essaya la location de la chambre chez Madame Aubert, qui dit que c'était complet. Léa voyait la chambre libre depuis la rue, rideaux ouverts sur le vide. Elle essaya le poste de caissière à l'épicerie Marcellin. Le fils Marcellin, 20 ans à peine, lui dit que son père avait appelé le matin même pour dire que le poste était pourvu. Son père était en vacances jusqu'au lendemain. Elle ne demanda pas qui avait appelé à sa place. À 17 heures, elle était revenue sur la place. Les platanes faisaient de longues ombres sur les pavés. Coda s'assit à côté d'elle et leva les yeux vers son visage avec cette attention particulière qu'ont les chiens dressés pour les gens qui ne montrent rien. Léa regarda la route forestière qui montait au nord de la place, entre les deux dernières maisons du village, et disparaissait dans les épicéas. Elle ajusta la bretelle de son sac. « Allez, dit-elle. » Elles prirent sur la route forestière. Personne ne les regarda partir. Elles marchèrent 2 heures sans s'arrêter. La route forestière se fit sentier. Le sentier se fit trace. La trace disparut sous les fougères. Léa ne cherchait pas de destination précise. Elle cherchait de la hauteur, un point depuis lequel voir sans être vue, une logique de terrain qu'elle connaissait bien. En mission, on cherche toujours le relief. Le relief, c'est le temps. Le temps, c'est la vie. La forêt ici était dense et vieille, des épicéas dont les troncs ne laissaient passer qu'une lumière tamisée, presque sous-marine. Le sol était couvert d'aiguilles mortes et d'une mousse épaisse qui absorbait les bruits de pas. C'était silencieux d'une façon qui n'avait rien d'inquiétant. Un silence habité, plein de petites présences invisibles. Coda s'arrêta. Pas progressivement, comme un chien qui hésite. Brusquement, les 4 pattes plantées dans le sol, la tête basse, les narines qui travaillaient vite et précisément. Léa s'immobilisa derrière elle. Elle connaissait cette posture. Elle ne signifiait pas le danger. Elle signifiait la découverte. « Qu'est-ce que tu as ?» Coda ne bougea pas. Elle regardait vers la gauche, là où la pente montait légèrement entre 2 gros rochers couverts de lichen. Léa la suivit. La tour apparut sans prévenir, entre les arbres, comme une chose qu'on aurait oubliée là. Une tour de guet forestière en bois et métal, du type qu'on construisait dans les années 60 pour surveiller les incendies. Elle devait faire une 15aine de mètres de haut. La plateforme sommitale était encore en place, mais la rampe avait rouillé et 2 des montants extérieurs s'étaient tordus sous le poids des hivers. L'échelle centrale, en revanche, semblait tenir. La peinture verte avait presque entièrement disparu, laissant le métal nu, mangé par endroits mais pas percé. Léa inclina la tête en arrière pour regarder le sommet. Depuis là-haut, par temps clair, on devait voir toute la vallée. Le village, la route nationale, le passage à niveau. Elle posa la main sur le premier barreau de l'échelle. C'est en cherchant un appui pour le pied qu'elle sentit quelque chose d'anormal sous la mousse. Un bord. Droit, régulier, trop précis pour être naturel. Elle s'accroupit et écarta les fougères avec la main. Un cadre métallique rectangulaire, une vingtaine de centimètres de large, encastré dans le sol à la base de la tour. Le métal était rouillé, mais le cadre était intact, et quand Léa gratta la terre autour, elle trouva des charnières d'un côté et un verrou simple de l'autre. Une trappe. Conçue pour être invisible sous la végétation et qu'il était resté pendant assez d'années pour que les fougères la couvrent entièrement. Elle essaya le verrou. Bloquée par la rouille. Elle sortit de son sac la petite pince multifonction qu'elle avait gardée depuis l'armée, travailla le mécanisme 3 minutes, et le verrou céda dans un bruit sourd. La trappe s'ouvrit vers le haut. Une odeur monta immédiatement, froide et métallique, avec quelque chose de minéral en dessous, comme de la terre mouillée très profonde. Léa alluma sa lampe frontale et regarda. Des marches en béton descendaient partout dans le noir. Des vraies marches, larges et régulières, pas une simple échelle de cave.
Les murs de part et d'autre étaient en parpaing, jointoiement soignés, travail militaire. Léa reconnut la facture. Elle avait vu des constructions identiques en photo dans les cours d'histoire de la caserne. Guerre froide. Années 60, peut-être début 70. Koda descendit la première. Léa la suivit, tirant la trappe au-dessus d'elle. Le couloir faisait une douzaine de mètres et débouchait sur une porte métallique lourde, à ouverture intérieure, avec une roue de fermeture centrale comme sur les sous-marins. Léa la tourna. La porte s'ouvrit avec une résistance qui n'était pas de la rouille mais du poids, le poids d'un mécanisme conçu pour tenir contre une surpression. La salle principale était grande, 10 mètres sur 8, plafond bas mais régulier. Des étagères métalliques sur 3 murs, des casiers numérotés. Dans un coin, une masse sombre qu'elle identifia immédiatement comme un générateur diesel. Dans l'autre, un tuyau vertical qui descendait dans le sol, avec une pompe manuelle en surface, de la même époque que tout le reste. Léa s'assit sur le sol en béton, le dos contre la porte froide. Koda vint se coucher contre sa cuisse. La lampe frontale dessinait un cercle jaune sur le mur d'en face. Il faisait peut-être 7 degrés. Léa ne frissonnait pas encore. Elle regardait la salle, les étagères, le générateur, la pompe, et elle ressentait quelque chose qu'elle n'aurait pas su nommer immédiatement si on le lui avait demandé. Pas du soulagement, pas de la surprise. Quelque chose de plus ancien. Comme si elle était déjà venue. Elle attendit le matin pour explorer vraiment. Pas par peur, mais par méthode. Dans le noir, on inspecte mal et on décide pire. Elle avait dormi recroquevillée dans son sac de couchage de randonnée, Koda contre son dos, et le froid du béton était remonté quand même à travers le sol, lent et patient. Comme tout ce qui finit par avoir raison de vous si vous ne bougez pas. À l'aube, elle alluma sa lampe frontale et commença par le périmètre. Les étagères métalliques étaient partiellement garnies. Des caisses en plastique vert olive empilées, estampillées d'un sigle militaire qu'elle reconnut sans effort. Ration de combat. MRE, dans la terminologie américaine. L'armée française utilisait le même principe sous un autre nom. Elle en ouvrit une. Le sachet intérieur était intact, les dates de péremption repoussées à plusieurs années encore, comme toujours avec ce type de conditionnement prévu pour durer. Elle recompta les caisses. De quoi tenir plusieurs semaines pour 2 personnes, ou plusieurs mois pour une seule. Dans le coin opposé, le générateur diesel était une machine des années 70, lourde et trapue, fabriquée pour fonctionner sans maintenance pendant des décennies. Il ne démarrait pas, elle le vit au premier coup d'œil. Le filtre était colmaté, la courroie principale avait lâché, et le réservoir sentait un diesel dégradé par le temps. Ce n'était pas irréparable, c'était du travail. La pompe artésienne était dans un meilleur état. Le mécanisme manuel était grippé, mais quand Léa força le bras de pompe en appuyant de tout son poids, il céda, et après 8 à 10 cycles irréguliers, de l'eau monta. Froide, très froide, avec ce goût minéral propre aux nappes profondes. Elle en but dans sa paume. Koda but dans le casque retourné qu'elle posa au sol. Elle fit le tour des casiers numérotés le long du mur est. La plupart étaient en vide ou contenaient du matériel détérioré, des câbles électriques dont l'isolant s'était craquelé, des boîtes de vis et de boulons, un bidon de lubrifiant solidifié. Le casier numéro 7 était fermé par un cadenas différent des autres. Plus petit, plus vieux, du laiton plutôt que de l'acier. Elle l'examina. Pas de serrure à combinaison. Une clé ordinaire. Elle chercha dans les tiroirs de la petite table de travail qui occupait l'angle nord. Et dans le 3e tiroir, sous un chiffon plié, elle trouva une clé à l'anneau de laiton identique au cadenas. Elle ouvrit le casier 7. À l'intérieur, soigneusement emballé dans une toile cirée maintenue par du ruban de toile, il y avait un carnet. Grand format, couverture cartonnée verte, le type de journal de bord réglementaire qu'on distribuait aux officiers. Sur la couverture, une étiquette blanche jaunie sur laquelle quelqu'un avait écrit à l'encre, d'une écriture petite et régulière, « Lieutenant Henri Fontaine. 2e régiment du génie. 1962 à 1967. » Léa resta immobile un moment.
Henri Fontaine était le père de son père. Elle ne l'avait jamais connu. Il était mort avant sa naissance, d'une maladie pulmonaire selon ce qu'on lui avait dit, l'une de ses vises militaires, qui finissent en silence dans une chambre d'hôpital, sans que personne n'en fasse grand cas. Son père n'en parlait presque jamais. Son beau-père, jamais du tout. Elle s'assit sur la chaise de la table de travail et ouvrit le journal. La première entrée datait de mars 1962. L'écriture était dense, sans fioriture, celle d'un homme qui n'écrit pas pour être lu mais pour ne pas oublier. Les premières pages décrivaient la construction du bunker. Les raisons officielles d'abord, un abri de commandement secondaire pour le groupement forestier de défense, puis, progressivement, les vraies raisons. Henri Fontaine décrivait ce qu'il voyait autour de lui. Des hommes revenus d'Indochine sans soutien. Des officiers sacrifiés sur des décisions prises loin du terrain. Une administration qui retournait les faits pour protéger les gradés et abandonnait ceux qui avaient obéi aux ordres impossibles. Il écrivait sans colère apparente, avec une précision clinique qui était peut-être pire que la colère. À la page 32, une phrase avait été soulignée 2 fois, si fort que la plume avait presque traversé le papier. Ce lieu appartient à ceux qui servent vraiment. Léa relut la phrase, puis elle regarda le bunker autour d'elle, les étagères, la pompe, le générateur, les casiers numérotés. Elle pensa à Beaumont-les-Gorges en bas dans la vallée, à la porte fermée de son beau-père, à la voix de renard sur la place, à Amira. Elle ferma le journal et le tint contre sa poitrine, les 2 mains à plat sur la couverture cartonnée. Coda s'approcha et posa le museau sur son genou. Léa ne pleurait pas. Ce n'était pas l'envie qui manquait. C'était autre chose, quelque chose de plus ferme qui venait de s'installer dans sa poitrine, à l'endroit exact où la honte avait vécu pendant des semaines. Pas de la fierté, quelque chose de plus tranquille que ça. Une racine. Le premier jour, elle fit l'inventaire de ce qu'elle avait et de ce qui lui manquait. C'était une habitude militaire, partir du réel et non du souhaitable. Elle avait son sac à dos avec le matériel de base, ses outils multifonctions, une trousse médicale compacte, 200 € en liquide et les vêtements qu'elle portait. Le bunker lui apportait l'eau, les rations et un générateur en panne qu'elle allait devoir ressusciter avec presque rien. Elle remonta au village le lendemain matin de bonne heure, capuche baissée, et fit 2 arrêts. La quincaillerie d'abord, où elle acheta une courroie de rechange en espérant que les dimensions correspondraient approximativement du filtre à carburant, du lubrifiant et 1 mètre de câble électrique. La station-service ensuite, où elle remplit un jerrycan de 5 litres de gasoil propre sans croiser personne qu'elle connaissait. Elle rentra dans la forêt sans s'attarder. Le générateur lui prit 3 jours. Le premier jour, elle défit entièrement le bloc moteur pour évaluer l'état réel des pièces. Ce qu'elle trouva était meilleur que prévu sur certains points, pire sur d'autres. Les pistons tenaient. La courroie principale avait lâché, mais le logement était intact. En revanche, le système d'injection était partiellement obstrué par du diesel vieilli qui avait formé une résine épaisse dans les conduits. Elle nettoya chaque conduit avec un chiffon et du lubrifiant, millimètre par millimètre, les doigts engagés dans des espaces que la lumière n'atteignait pas. Le soir, elle avait les mains en sang sur 4 articulations. Elle les nettoya à l'eau de la pompe et les enveloppa dans du sparadrap. Le deuxième jour, elle remonta le bloc, installa la courroie neuve en la taillant aux bonnes dimensions avec le couteau, purgea le réservoir du vieux carburant et le remplit de gasoil propre. Elle essaya le démarrage manuel. Rien. Elle vérifia l'allumage, trouva une connexion oxydée sur le câblage principal, la défit, la nettoya, la reconnecta avec le câble neuf. Elle essaya de nouveau. Le 3e jour, à 11 h du matin, le générateur toussa 2 fois et démarra. Le bruit emplit le bunker, trop fort, presque violent après le silence des jours précédents. Coda recula d'un pas et coucha les oreilles. Puis le moteur se régularisa, trouva son régime, et le bruit devint un ronronnement profond et régulier qui se sentait autant dans les pieds que dans les oreilles. Léa resta debout devant la machine qui tournait et ne dit rien pendant un long moment. Elle brancha les lampes LED qu'elle avait récupérées d'un lot de matériel militaire stocké dans les caisses.
La salle principale s'éclaira d'une lumière blanche et nette qui en révéla les dimensions vraies. L'espace était plus grand qu'il ne paraissait à la lampe frontale, plus propre aussi. Henri Fontaine avait construit pour durer. Sur les étagères libérées du matériel inutilisable, elle installa les plaques de culture qu'elle avait fabriquées avec des caisses en plastique découpées. Du mycélium de pleurote, qu'elle avait commandé en ligne depuis le téléphone à carte prépayée acheté à la quincaillerie, arriverait dans quelques jours. En attendant, elle prépara le substrat avec de la sure récupérée sur un chantier à l'entrée du village et de la paille ramassée dans un champ à la lisière de la forêt. Ce n'était pas de l'agriculture, c'était de la logistique appliquée au vivant. Dans la forêt, elle posa 6 collets sur les pistes qu'elle avait repérées. Lièvres principalement, peut-être lapins de Garenne sur le versant sud. Elle cartographia les environs en montant chaque matin sur la plateforme de la tour, notant les lignes de crête, les points d'eau, les zones dégagées. Depuis là-haut, par temps clair, la vallée était entièrement lisible. Le village, le clocher, la route nationale, les voies ferrées qui longèrent la rivière avant de disparaître dans le tunnel sous le col. Koda changeait. Léa le voyait chaque jour. La chienne avait retrouvé quelque chose qu'elle avait perdu dans la période qui avait suivi leur départ de l'armée. Une attention au monde qui n'était pas de la nervosité mais de la vigilance. La différence entre une bête traumatisée et un animal qui travaille. Elle patrouillait le périmètre autour de la tour avec une régularité presque horaire, la patte avant droite posée avec moins de précaution qu'au début. Elle boitait encore, légèrement, mais la compensation avait disparu de son allure. Elle marchait droit. Le soir, Léa ouvrait le journal d'Henri Fontaine. Elle lisait à voix haute, pas pour s'entendre penser, mais parce que Koda levait les yeux quand elle le faisait et gardait ce regard posé sur elle pendant qu'elle lisait. Ça ressemblait à une conversation. Elle lisait les entrées dans l'ordre, lentement, s'arrêtant sur les passages techniques pour les comprendre vraiment, revenant en arrière sur les passages personnels pour les relire 2 fois. Son grand-père n'était pas un homme de lamentation. Il décrivait les faits, les décisions, les conséquences. Mais entre les lignes, Léa apprenait quelque chose. Il avait construit ce bunker seul sur plusieurs années, pendant ses permissions et ses affectations locales. Il l'avait fait parce qu'il croyait que le monde finit toujours par avoir besoin d'un endroit où quelqu'un a pensé à l'avance. Elle referma le journal et regarda le plafond bas du bunker. Elle venait de comprendre d'où lui venait cette façon de penser. Elle les entendit arriver bien avant de les voir. Koda d'abord, qui interrompit sa patrouille et revint vers la tour au petit trot, oreille adressée, regard orienté vers le bas de la pente. Puis Léa entendit le moteur, trop lourd pour un véhicule forestier ordinaire, qui forçait sur le chemin caouteux. Elle descendit de la plateforme, s'essuya les mains sur son pantalon et attendit. Le 4x4 de la gendarmerie s'arrêta à une vingtaine de mètres de la tour. Renard descendit du côté conducteur. De l'autre côté sortit un homme qu'elle ne connaissait pas, la cinquantaine, cartable en cuir, veste trop légère pour la forêt, le genre de chaussures ce qui n'avait jamais vu de chemin de terre. Il portait une chemise à carreaux sous sa veste et tenait une liasse de documents coincés sous le bras avec la précaution des gens qui n'ont pas l'habitude d'être dehors. Renard regarda la tour, regarda le campement rudimentaire que Léa avait installé à l'extérieur et finalement la regarda elle. Il n'avait pas l'air surpris. Il avait l'air de quelqu'un qui arrive à l'heure prévue. « Fontaine, dit-il. Je te présente monsieur Aubriet du service du cadastre de l'arrondissement. » L'homme au cartable hocha la tête avec une politesse professionnelle qui ne s'adressait à personne en particulier. « Cette parcelle appartient au domaine forestier de l'État, continua Renard. La tour fait partie d'un patrimoine classé en désuétude mais non cédé. Tu es en occupation illégale. » Il dit ça sur le même ton qu'on annonce la météo. Factuel, presque ennuyé. « J'ai des documents, dit Léa. Renard marqua un temps imperceptible. « Quel document ?» Elle rentra dans le bunker sans répondre. Elle alla directement au casier 7, pas celui où elle avait trouvé le journal, mais le casier adjacent qu'elle avait ouvert 2 jours plus tôt en continuant son inventaire systématique.
À l'intérieur, enveloppée dans la même toile cirée militaire qu'elle semblait avoir été la marque de fabrique d'Henri Fontaine, se trouvaient plusieurs feuillets pliés en trois. Des documents administratifs, tamponnés, signés, datés. Elle les avait lus attentivement ce soir-là à la lumière des LED, les avait relus le lendemain matin. Elle ressortit et tendit les documents à Renard. Il les prit avec une certaine réticence, comme si le fait de les toucher lui accordait quelque chose qu'il n'avait pas l'intention d'accorder. Il les déplia. Il lut. Monsieur. Aubriet s'approcha et lut par-dessus son épaule, et Léa vit le moment précis où le regard de l'agent du cadastre changea de nature, passant du professionnel détaché à quelque chose de plus attentif. L'acte de cession datait de novembre 1963. Il avait été établi par la direction des eaux et forêts de l'Isère en faveur d'Henri Maurice Fontaine, lieutenant au 2e régiment du génie, en reconnaissance de services rendus dans le cadre du programme de surveillance forestière des années 60. La cession portait sur la tour et la parcelle attenante de 3 hectares, transmissibles aux héritiers directs par ligne familiale. Les signatures étaient celles du directeur régional et d'un sous-préfet dont le nom ne disait plus rien à personne. Monsieur Aubriet sortit ses propres documents, les feuilleta rapidement, croisa plusieurs références. Sa bouche fit un mouvement silencieux qui ressemblait à un calcul. « La cession n'a jamais été annulée », dit-il enfin, à voix basse, s'adressant surtout à ses papiers. Elle n'apparaît pas dans les registres récents parce que la parcelle a été réintégrée au cadastre forestier en 1989 suite à un réaménagement administratif. Mais si la cession originale est valide et transmissible, il s'arrêta. Il faudrait vérifier la chaîne de succession. Henri Fontaine est mon grand-père paternel, dit Léa. Mon père est décédé en 2011. Je suis l'héritière directe. Renard n'avait pas lâché les documents. Il les tenait des 2 mains, la mâchoire légèrement contractée, ce muscle près de la tempe qui travaillait en silence. Il relut une ligne, puis une autre. Elle le vit chercher quelque chose qui n'était pas là. Monsieur Aubriet rassembla ses affaires avec le soin méticuleux des gens qui veulent sortir d'une situation sans y laisser d'empreinte. « Je vais devoir transmettre ça au service juridique, dit-il. Dans l'intervalle, je ne peux pas ordonner une expulsion sur une cession potentiellement valide. » Renard lui rendit les documents sans les regarder. Il regarda Léa. La forêt autour d'eux était silencieuse. Juste le vent dans les épicéas et, quelque part derrière la tour, Coda qui reprenait sa patrouille. « Tu n'es qu'une gêne, Fontaine, dit-il. Sa voix était basse, presque intime dans sa froideur. Un problème ambulant qui se croit des droits. Le service juridique prendra le temps qu'il voudra, et entre-temps la forêt en automne, c'est long et c'est froid. Il marqua une pause. Tu finiras par partir d'elle-même. Il remonta dans le 4x4. Monsieur Aubriet s'installa côté passager avec le soulagement visible de quelqu'un qui n'a pas choisi sa compagnie de la journée. Le véhicule fit demi-tour maladroitement entre les arbres et redescendit le chemin. Léa regarda les feux arrière disparaître. Cette nuit-là, après avoir donné à manger à Coda et réchauffé une ration sur le réchaud, elle prit son couteau et sortit dans le noir avec la lampe frontale. À la base de la tour, juste au-dessus du cadre de la trappe, le bois était ancien et dense, épicéa traité, presque aussi dur que de la pierre. Elle travailla 20 minutes. 2 lettres. H et F, entaillées profondément, proprement, avec le soin qu'on met aux choses qu'on veut durables. Elle rentra dans le bunker et éteignit le générateur pour la nuit. C'était un matin de semaine ordinaire, grise et calme, avec cette lumière froide d'octobre qui arrive tard et part tôt et ne donne jamais l'impression de vraiment s'installer. Léa avait dormi 6 heures, ce qui était son maximum depuis longtemps, et elle s'était réveillée avec la clarté des matins où le corps a décidé de son propre chef que c'était assez. Elle avait fait chauffer de l'eau sur le réchaud, préparé le café soluble de ses rations, et posé la tasse sur la table de travail à côté du journal de son grand-père ouvert à la page 44. Coda mangeait dans son coin. Le bruit régulier de ses mâchoires sur les croquettes était l'un des sons fixes de la journée, rassurant dans sa régularité. Puis il s'arrêta.
Léa leva les yeux. Koda était immobile devant sa gamelle, la tête haute, les oreilles couchées en arrière dans cette position particulière qui n'était pas la peur, mais la concentration extrême. Le mode dans lequel elle entrait, quand ses sens captèrent quelque chose que le reste du monde n'avait pas encore perçu. Elle regardait vers le mur sud du bunker, ce qui signifiait qu'elle regardait vers la vallée. Léa posa sa tasse. Elle remonta par la trappe, traversa la base de la tour et grimpa l'échelle métallique jusqu'à la plateforme sommitale. Le froid lui saisit le visage immédiatement. Elle sortit ses jumelles du gilet et balaya la vallée de gauche à droite, méthodiquement comme on lui avait appris. Elle trouva la fumée en 3 secondes. Une colonne noire, épaisse, qui montait droit dans l'air immobile depuis le passage à niveau au bas de la vallée, là où la voie ferrée longeait la rivière avant d'amorcer la courbe vers le tunnel. Elle ajusta les jumelles. Des wagons couchés sur le flanc, 4 ou 5, dont 2 qui avaient glissé du remblai et reposaient dans le lit de la rivière à moitié immergé. Le wagon de tête était toujours sur les rails, mais tordu sur lui-même à un angle impossible. Autour de l'accident, rien ne bougeait encore. Trop tôt. Les gens du village n'avaient probablement entendu qu'un bruit sourd, lointain, le genre qu'on met quelques minutes à identifier. Puis elle vit le nuage. Il se formait au niveau des wagons couchés. Pas de la fumée, quelque chose de différent dans la texture et la couleur. Un dégagement qui n'avait pas la noirceur du feu, mais une teinte jaune-blanc, presque laiteuse, qui s'étalait horizontalement au lieu de monter. Il restait bas, très bas, épousant le relief, glissant naturellement vers les zones les plus basses du terrain. Vers le village. Léa connaissait ce nuage. Elle l'avait vu une fois en mission, sur un site industriel touché par une frappe non revendiquée dans le nord du pays où elle était déployée. Elle savait ce que cette couleur signifiait, cette façon de ramper au sol plutôt que de s'élever, ce comportement de gaz lourd qui cherche les creux et les cavités et les rues encaissées. Chlore. Elle calcula. Le vent venait du sud-est, faible, 3 ou 4 nœuds peut-être. La distance entre le passage à niveau et le centre de Beaumont-les-Gorges était d'environ 2,5 km par la route, moins à vol d'oiseau en suivant le fond de vallée. Avec ce vent et ce type de dégagement, le nuage progresserait lentement, mais il progresserait. Les parties basses du village, la rue principale, la place avec sa fontaine et ses platanes, tout ce qui se trouvait en dessous de la côte 180 km serait atteint. Elle avait 28 minutes, peut-être 30 si le vent mollissait encore. Elle redescendit l'échelle sans se précipiter, ce qui n'était pas de la lenteur mais de la précision. Se précipiter fait tomber. Tomber fait perdre du temps. Elle rentra dans le bunker et commença à se préparer avec la même économie de gestes qu'elle mettait à tout, chaque mouvement utile, aucun superflu. Le masque militaire d'abord, qu'elle avait nettoyé et vérifié la semaine précédente par habitude, les filtres neufs remplacés sur les 2 cartouches. Elle l'accrocha à sa ceinture. La trousse médicale complète dans le sac à dos, avec les perfusions, les antidouleurs, les pansements hydrocolloïdes et les compresses hémostatiques. Elle ajouta les 2 couvertures de survie, le garrot tactique, les gants chirurgicaux en triple exemplaire. Elle pensa aux gens en bas qui ne savaient pas encore ce qui arrivait. Les retraités sur leur banc, la femme du boulanger avec son cabas, son beau-père dans son gilet de laine devant sa fenêtre, et Renard, probablement, quelque part dans ce village qu'il croyait gouverner. Elle ne pensa pas longtemps. Elle ouvrit la porte du réduit au fond du bunker, là où elle avait trouvé le quad 10 jours plus tôt, une machine des années 90 couverte de poussière mais en état de marche depuis qu'elle avait changé la batterie et purgé le carburateur. Elle le sortit en marche arrière jusqu'à la trappe, remonta par l'échelle, souleva le panneau. Koda était déjà à côté d'elle, équipée de son harnais de travail qu'elle acceptait toujours sans résistance, comme si elle avait attendu ce moment. L'air du dehors était encore propre. Pour combien de temps, Léa ne savait pas exactement. Elle démarra le quad et prit la piste vers la vallée. La piste descendait en lacets serrés sur les 2 premiers 6 km, puis s'élargissait en chemin forestier avant de rejoindre la route départementale à la lisière des arbres. Léa connaissait chaque virage maintenant.
Elle les avait parcourus à pied des dizaines de fois, mais à cette vitesse et avec le quad qui encaissait les ornières en transmettant chaque choc directement dans les bras, le trajet avait une autre texture. Koda était calé contre elle sur le siège, les pattes avant posées sur le tableau de bord, le corps rigide de cette tension particulière des animaux dressés qui comprennent qu'on va travailler. Elle aperçut le nuage à mi-descente. Il avait progressé plus vite qu'elle ne l'avait calculé. Le fond de vallée en était déjà saturé. Cette brume jaune-blanc, qui n'avait pas la légèreté d'un brouillard ordinaire, mais quelque chose de plus dense, de plus posé, qui épousait les creux du terrain avec une précision presque délibérée. Elle voyait la limite supérieure du nuage, nette comme une surface, à environ 5 mètres de hauteur. En dessous, la visibilité était réduite à quelques mètres. En dessus, le ciel d'octobre était parfaitement dégagé. Elle enfila son masque sans s'arrêter. Par geste, les sangles ajustées d'une main pendant que l'autre tenait le guidon. Elle vérifia l'étanchéité par réflexe, une pression vers l'intérieur, une inspiration forcée. Étanche. Elle accéléra. La route départementale était vide. Elle la traversa et prit directement la rue qui descendait vers la place. Le nuage l'enveloppait maintenant de tous côtés. La visibilité tombait à 4 ou 5 mètres dans la direction du vent. Elle ralentit. Les premiers corps étaient assis contre un mur. 2 personnes âgées qui avaient dû sortir au bruit de l'accident et n'avaient pas compris ce qu'elles respiraient. Elles toussèrent d'une façon qui n'avait rien de commun avec une toux ordinaire. Des spasmes profonds et secs qui venèrent du sternum, les yeux rouges et larmoyants, les mains portées instinctivement à la gorge. Léa s'arrêta, évalua en 3 secondes. Consciente, voie respiratoire partiellement compromise mais pas obstruée. Exposition modérée. Elle sortit 2 masques de protection basiques de son sac. Pas militaires, mais suffisants pour réduire l'exposition, les leur tendit avec un geste simple qui indiquait comment les mettre, et dit d'une voix forte et nette à travers son propre masque : « Restez là, ne pas bouger, quelqu'un revient. » Elle repartit. Dans la rue principale, la scène était plus grave. Une dizaine de personnes visibles, certaines debout et désorientées, certaines à genoux, une qui était allongée sur le flanc au milieu de la chaussée dans la position caractéristique des pertes de conscience rapides. Elle vit le fils Marcellin, celui qui lui avait refusé le poste de caissière, agenouillé devant l'épicerie en vomissant contre le mur. Elle vit la femme du boulanger assise sur les marches de sa boutique, le visage enfoui dans son tablier, les épaules secouées de tremblement. Personne ne comprenait. C'était visible dans chaque posture, cette confusion spécifique des gens frappés par quelque chose d'invisible et d'inconnu, qui cherchent la source avec leurs yeux, alors que la source est partout et nulle part, dans l'air lui-même. C'est alors que Koda sauta du quad. Elle ne l'avait pas commandé. Mais Koda connaissait son travail mieux que n'importe quel ordre verbal. Elle traversa la rue en biais, tête basse, narines au sol, et fila vers l'entrepôt de matériel agricole qui occupait l'angle de la rue du Moulin. Léa la suivit des yeux et vit ce qu'elle n'avait pas encore remarqué. Un pan de mur latéral de l'entrepôt s'était effondré, probablement sous le souffle de l'explosion initiale des wagons-citernes. Des poutres métalliques en travers du trottoir, des parpaings épars. Et sous tout ça, Koda, qui s'arrêtait, se retournait vers Léa et émettait ce son bref et précis qu'elle réservait aux situations où elle avait trouvé quelqu'un. Léa laissa le quad et courut. Koda avait trouvé 3 personnes. Un homme d'une 60aine d'années coincé sous une poutre, conscient mais incapable de se dégager, la respiration courte et sifflante. Derrière lui, partiellement protégée par un établi renversé qui avait joué le rôle d'un abri, une femme plus jeune en état de choc, muette, les bras croisés sur la poitrine. Et plus loin, presque invisible sous un empilement de parpaings effondrés, une jambe qui bougeait faiblement. Léa travailla dans l'ordre de gravité, pas de proximité. Elle dégagea d'abord la femme en état de choc, qui était valide mais dissociée, et la fit asseoir à l'extérieur des décombres avec des gestes fermes et doux simultanément, celui qui commande et celui qui rassure, la même chose. Elle retourna à l'homme sous la poutre. La poutre était déplaçable si elle travaillait par le bon angle. Elle évalua le point d'appui, poussa sur une longueur de 2 mètres, et l'homme put se dégager en rampant,
Ses voies de respiratoire becquoisettes y étaient brûlées, pas obstruées. Elle posa le masque sur son visage et lui montra comment respirer lentement. La troisième personne était un adolescent, peut-être 15 ans, coincé par les deux jambes sous les parpaings. Conscient. Il la regardait sans parler, le visage blanc. Elle dégagea les blocs un par un, vérifia les membres inférieurs, pas de fracture ouverte, probablement une fracture du tibia gauche, mais les vaisseaux tenaient. Elle immobilisa avec ce qu'elle avait, 2 lattes de bois récupérées dans les décombres et du ruban adhésif large. Elle lui mit un masque. Il commença à pleurer silencieusement dès qu'il respira de l'air filtré. « Tu t'appelles comment ?» dit-elle. Il mit quelques secondes. « Théo. »« Théo, tu restes là, tu ne bouges pas les jambes. Tu respires lentement par le masque. » Elle croisa son regard et y maintint le sien une seconde de plus que nécessaire, juste assez pour que l'information passe vraiment. « Je reviens. » Elle se releva et chercha Koda du regard. La chienne était déjà repartie dans le nuage, tête basse, cherchant. Elle organisa l'évacuation comme elle aurait tenu un poste de secours en zone de conflit, par priorité claire et sans négociation possible. Les valides d'abord, ceux qui pouvaient marcher en étant guidés. Elle les rassembla sur la place, une vingtaine de personnes dispersées dans le nuage, et leur dit ce qu'il fallait faire en 3 phrases courtes. Suivre Koda. Ne pas s'arrêter. Ne pas aider les autres, c'était son travail, pas le leur. Koda connaissait le chemin. Elle l'envoya d'un geste et la chienne prit la tête de la colonne, sa silhouette disparaissant dans le brouillard jaune avec la certitude tranquille des animaux qui savent où ils vont. Le premier groupe monta à pied. Léa resta en bas. Elle retourna dans la rue principale, dans l'entrepôt, sur le seuil des maisons dont les portes avaient été laissées ouvertes par des gens qui étaient mal sortis sans comprendre et n'avaient pas eu la force de rentrer. Elle trouva 7 personnes qui ne pouvaient pas marcher seules. 4 avec des atteintes respiratoires sévères, voix enflammées, stridor à l'inspiration, le signe que les muqueuses commençaient à gonfler en réponse à l'irritation chimique. 2 avec des blessures physiques dues à l'effondrement partiel de bâtiments. Et un homme qu'elle trouva dans la salle du café, effondré contre le comptoir, inconscient, le souffle court et irrégulier. C'était Renard. Elle le reconnut sans émotion particulière, ce qui était la seule façon de travailler utilement. Elle évalua son état. Poulet présent, 102 battements, rapide mais régulier. Peau moite. Lèvres légèrement bleutées. La gorge était brûlée, visible à la façon dont il déglutissait même inconscient. Ce réflexe de protection contre une douleur que le corps enregistre même quand la conscience l'a quitté. Exposition prolongée, probablement parce qu'il était resté dehors plus longtemps que les autres. Peut-être en essayant d'organiser quelque chose lui aussi. Peut-être simplement parce que l'orgueil rend lent à reconnaître le danger. Elle le chargea sur le quad. Ce n'était pas une opération simple pour une femme seule avec un homme de 80 kilos inconscient. Mais elle connaissait les techniques de déplacement des blessés sans équipier. Elle les avait pratiquées jusqu'à ce qu'elles deviennent mécaniques. Et la mécanique ne demande pas d'état d'âme. Elle le cala en position semi-assise contre son dos, ses bras ramenés devant elle et démarra. La montée prit 2 fois plus longtemps qu'à la descente. Le quad portait 3 fois sa charge nominale et les ornières de la piste semblaient s'être creusées depuis le matin. Elle maintint une allure régulière, sans à-coups, parce que chaque secousse était une secousse dans des voies respiratoires déjà compromises. Koda les attendait à mi-pente, ayant conduit le premier groupe jusqu'au bunker et redescendu seule pour baliser le chemin. Elle prit position devant le quad et marcha au même rythme, ni plus vite ni plus lentement. Léa fit 3 rotations. La deuxième rotation, elle emmena Théo et les 2 blessés physiques termes de l'entrepôt. La troisième, les 4 cas respiratoires les plus sévères qu'elle avait installés à l'abri dans la salle des fêtes fermées, en attendant que le quad revienne. À chaque descente, elle passait le masque à quelqu'un d'autre le temps de la rotation. À chaque montée, elle respirait l'air qui devenait progressivement plus propre, au fur et à mesure qu'on s'élevait au-dessus de la nappe de chlore. La troisième fois qu'elle passa la trappe du bunker et tira le panneau au-dessus d'elle, elle s'arrêta un moment dans le couloir, les bras le long du corps, et respira. La salle principale avait changé de nature. Ce n'était plus un bunker, c'était un service d'urgence improvisé.
Les gens étaient assis ou allongés sur les étagères libérées, sur les couvertures de beurre de survie dorée étalées au sol, contre les murs. L'air filtré de la ventilation mécanique qu'elle avait remise en marche 2 jours plus tôt faisait son travail en silence. On l'entendait à peine, mais ses effets étaient visibles sur les visages. Les gens respiraient, vraiment respiraient, avec cette conscience soudaine d'un acte qu'on ne remarque jamais quand il est facile. Certains pleuraient sans bruit. Pas de douleur, ou pas seulement. Cette façon particulière de pleurer qui arrive quand le corps comprend avant la tête qu'il a failli et que ça n'est pas arrivé. Léa ne s'arrêta pas. Elle fit le tour des blessés systématiquement, dans l'ordre du triage qu'elle avait établi mentalement pendant les rotations. Renard en premier, perfusion posée dans le creux du coude gauche, sérum physiologique pour diluer et accélérer l'élimination des traces de chlore absorbées, position semi-assise maintenue avec 2 sacs roulés dans le dos. Elle nota son rythme respiratoire sur l'intérieur de son poignet gauche au marqueur, comme elle faisait toujours quand elle n'avait pas de fiche de suivi. Théo ensuite. La fracture du tibia confirmée à la palpation, immobilisation améliorée avec les lattes et des bandes élastiques trouvées dans la trousse. Elle lui expliqua ce qu'elle faisait pendant qu'elle le faisait, parce que les gens supportent mieux la douleur quand ils comprennent d'où elle vient et où elle va. Elle alla de l'un à l'autre pendant 2 heures sans s'asseoir. Pansement, vérification des pouls, réhydratation, réassurance. Elle connaissait chacun de ces gestes depuis si longtemps qu'ils ne passèrent plus par la pensée consciente. Ils passaient directement du regard à la main, de l'évaluation à l'acte. Koda s'était couchée près d'un enfant de 8 ou 9 ans qui tremblait sous sa couverture dorée. Elle ne bougeait pas. Elle posait juste sa chaleur contre lui, et le tremblement avait ralenti. Au bout de 2 heures, quand les cas les plus urgents furent nommés stabilisés, Léa s'assit enfin sur la chaise de la table de travail. Elle retira son masque. Elle but de l'eau directement à la pompe, longtemps. Elle était revenue. Renard reprit conscience vers 22 heures. Léa le vit aux yeux d'abord, qui s'ouvrirent lentement et cherchèrent le plafond avec cette confusion méthodique des gens qui reviennent de loin et doivent reconstruire où ils sont avant de reconstruire qui ils sont. Puis il bougea la main droite, réflexe de quelqu'un qui cherche son équipement, et la douleur dans la gorge le rattrapa immédiatement. Son visage se contracta. Elle était déjà à côté de lui. Elle vérifia le pouls sans qu'il lui demande. 2 doigts sur le poignet, le regard sur sa montre, 15 secondes. Elle nota le chiffre sur son poignet gauche où s'accumulaient les constantes de la nuit en colonne serrée. 78. Mieux que 2 heures plus tôt. Ne parlez pas, dit-elle. Les cordes vocales sont irritées. Ça empire si vous forcez. Il la regarda. Dans ses yeux, quelque chose qu'elle ne lui avait jamais vu. Pas de la gratitude, pas encore, mais une absence totale de l'assurance habituelle. Un homme qui s'est réveillé sans son armure et qui le sait. Il déglutit avec précaution. Puis, à voix basse, rauque, presque inaudible, « Pourquoi ?» Ce n'était pas vraiment une question. C'était le mot le plus court pour dire quelque chose de plus long et de plus compliqué. Léa l'entendit dans toute son étendue. Elle ne répondit pas. Elle vérifia la perfusion, le débit, l'état de la veine au point d'insertion. Elle réajusta la position du sac de sérum. Elle fit tout ce qu'il y avait à faire à cet instant précis, méthodiquement, et quand elle eut fini, elle passa au blessé suivant. La nuit avança. Les gens dormaient par vagues, certains profondément, épuisés par le choc et l'effort de la montée, d'autres par intermittence, se réveillant à chaque bruit inhabituel et se rendormant quand ils réalisèrent que l'air était toujours propre et le générateur toujours allumé. Koda n'avait pas bougé de l'enfant. Elle dormait à moitié, une oreille levée, l'autre aplatie contre le sol. Vers minuit, le bunker était aussi silencieux qu'il pouvait l'être avec 23 personnes à l'intérieur. Léa était assise à la table de travail, le journal de son grand-père fermé devant elle. Elle ne lisait pas. Elle regardait la salle. « Fontaine !» La voix de Renard, plus forte qu'avant, forcée quand même, qui lui coûtait quelque chose. Elle se leva et vint s'asseoir sur le tabouret à côté de lui.
Je vous ai dit de ne pas parler. Je sais. Il marqua une pause, avala avec difficulté. Pourquoi vous m'avez sorti de là? Elle le regarda un moment, pas avec hostilité, avec cette attention neutre et précise qu'elle portait à tout ce qui méritait d'être vraiment regardé. Parce que c'était mon travail, dit-elle. Il secoua légèrement la tête. Ils n'étaient pas satisfaits de cette réponse et ils le savaient tous les deux. Léa se tut un moment. Dans la salle, quelqu'un se retourna dans son sommeil, un froissement de couverture dorée. Le générateur ronronnait à son rythme fixe. Il y a 3 ans, dit-elle enfin, à voix basse, j'étais déployée en Afghanistan avec une équipe médicale avancée. Mon binôme s'appelait Amira Saïdi. On travaillait ensemble depuis 18 mois. Elle s'arrêta. Elle était meilleure que moi, plus rapide, plus précise, et elle ne paniquait jamais. Du genre de gens qui font que les autres travaillent mieux, juste en étant là. Renard ne bougeait pas. Il regardait le plafond bas du bunker. On a eu un appel de détresse sur un point de contrôle avancé. 4 blessés, dont un grave. Amira et moi, on était prêtes à partir. Le commandant a refusé l'évacuation. Zone non sécurisée, risque d'embuscade sur le trajet. Ordre direct, on reste. Léa posa les mains à plat sur ses genoux. J'ai attendu 20 minutes. J'ai essayé de le faire changer d'avis. Il a refusé une 2e fois. Alors je suis parti quand même. Elle marqua une pause. Amira m'a suivi. C'était son choix, pas le mien. Je lui avais dit de rester. Elle regarda ses mains. On est arrivé avec 12 minutes de retard sur ce qu'on aurait mis si on était parti au premier appel. Le blessé grave n'a pas survécu. Et sur le retour, le véhicule a pris un tir. Amira a été touchée. Le silence dura un moment. Elle est morte avant qu'on rentre au camp, dans le véhicule, à côté de moi. Léa dit ça sans inflexion particulière, la façon dont on dit les choses qu'on a répétées tellement de fois intérieurement qu'elles ont perdu leur forme, mais pas leur poids. Le commandant a déposé un rapport. Désobéissance aux ordres. Mise en danger délibérée d'une subordonnée. Moi j'ai dit que c'était moi qui avais décidé de partir, que c'était ma responsabilité. Ça n'a pas changé grand-chose à la conclusion. Elle releva les yeux vers Renard. J'ai été puni pour avoir essayé de la sauver. Alors j'ai décidé que ça n'arriverait plus jamais. Pas l'erreur, la situation. Ne plus jamais me retrouver dans un endroit où je ne peux pas agir parce que quelqu'un d'autre a décidé que je ne le pouvais pas. Elle se leva, vérifia la perfusion une dernière fois, ajusta le débit. « C'est pour ça que vous m'avez sauvé ?» dit Renard. Pas une question cette fois. « Je n'ai pas choisi qui sauver, dit-elle. J'ai soigné les gens qui étaient là. » Elle retourna à la table de travail. Elle n'avait plus rien à ajouter, et il n'y avait rien à ajouter. Renard resta éveillé longtemps après qu'elle eut éteint la lampe de travail. Dans l'obscurité atténuée du bunker, il regardait le plafond. De temps en temps, il portait la main à sa gorge, ce geste réflexe devenu une façon de vérifier qu'il respirait encore. Au matin, quand Léa fit sa ronde de 6 heures, elle le trouva assis, les yeux ouverts, la main enfoncée dans la poche intérieure de sa veste pliée à côté de lui. Il cherchait quelque chose. Elle vit à son visage qu'il l'avait trouvé, mais qu'il n'était pas encore prêt à le sortir. Elle passa au blessé suivant sans faire de commentaire. Les secours arrivèrent à 9h42 du matin, 3 camions du SDIS et 2 véhicules du SAMU, précédés d'une voiture de gendarmerie départementale. Léa les entendit depuis la plateforme de la tour où elle était montée, surveiller la dissipation du nuage. Le chlore s'était dilué avec le vent de la nuit. La vallée était redevenue lisible. Les toits de Beaumont visibles sous une lumière d'automne, ordinaire et propre. Elle descendit pour accueillir les équipes. Le médecin urgentiste qui entra le premier dans le bunker s'arrêta sur le seuil une fraction de seconde. Pas longtemps. Les urgentistes ne s'arrêtent pas longtemps. Mais cette fraction de seconde dit quelque chose. Il vit le triage, les perfusions, les immobilisations, les constantes notées au marqueur sur des morceaux de papier épinglés à hauteur de chaque blessé, la façon dont les gens étaient installés selon la gravité de leur état
et non selon l'ordre dans lequel ils étaient arrivés. Il vit une salle qui avait été tenue. Il regarda Léa. « C'est vous qui avez fait ça ?»« Oui. »« Nombre de blessés ?»« 23. 4 atteintes respiratoires sévères, stabilisées. Une fracture du tibia immobilisée, pas de complications vasculaires. Le reste, exposition modérée et état de choc, tous conscients. » Elle lui tendit les feuilles de suivi qu'elle avait rédigées pendant la nuit. Les constantes sont à jour depuis 6 heures. Il prit les feuilles sans les regarder encore, les yeux toujours sur elle. Aucun mort ? Aucun ? Il hocha la tête lentement, le geste de quelqu'un qui vérifie mentalement si c'est possible. Puis il appela ses équipes et la passation commença, méthodique et silencieuse, dans ce langage commun que partagent les gens qui ont l'habitude de prendre en charge ce que d'autres ont tenu. Renard fut évacué sur une civière. Avant que les brancardiers le chargent, il fit signe à Léa d'approcher. Elle s'approcha. Il sortit de la poche intérieure de sa veste, plié sur lui comme une couverture depuis la nuit, un document de 2 pages froissé sur les bords. Une demande de révision de dossier, en tête du ministère des Armées, avec son nom à lui dans la case réservée aux supérieurs hiérarchiques signataires. Elle reconnut le formulaire. Elle avait appris son existence 6 mois après son renvoi par un avocat spécialisé qui lui avait dit qu'une telle révision était possible, mais nécessitait la signature d'un officier de grade suffisant ayant connaissance du dossier. Le formulaire était déjà rempli. Il ne manquait qu'une signature. Renard le posa sur sa poitrine, sortit un stylo de sa veste et signa. Sa main tremblait légèrement, l'effort ou autre chose. Elle ne chercha pas à distinguer. Il lui tendit le document sans rien dire. Elle le prit. Il détourna le regard vers le plafond du bunker et les brancardiers l'emmenèrent. Les semaines qui suivirent terrent la texture particulière des périodes où les choses changent de nature, sans qu'on puisse désigner le moment exact où c'est arrivé. Le rapport du SDIS fut transmis à la préfecture. Le rapport de la gendarmerie départementale aussi. Le médecin urgentiste parla à son directeur, qui parla à quelqu'un d'autre. Beaumont-les-Gorges n'avait pas de mort à compter après une catastrophe industrielle majeure, ce qui était statistiquement remarquable et administrativement inexplicable, sans mentionner ce qui s'était passé dans le bunker. Le conseil municipal convoqua Léa un mardi matin dans la salle des délibérations. Le maire, un homme de 60 ans avec une façon de parler qui pesait chaque mot, lui proposa un poste officiel de coordinatrice des risques et des urgences pour le canton. Poste créé pour la circonstance, financé sur le budget de sécurité civile, rémunéré. Léa écouta jusqu'au bout. « J'accepte, dit-elle, à une condition. Je travaille depuis la tour. » Le maire regarda ses adjoints. Personne n'objecta. 3 semaines plus tard, une radio professionnelle était installée sur la plateforme sommitale avec une ligne directe sur la préfecture et le centre de coordination des secours. Un technicien de la commune avait aussi tiré un câble électrique depuis le transformateur forestier le plus proche jusqu'à la base de la tour, ce qui rendait le générateur du bunker disponible comme source de secours plutôt que comme source principale. Léa le nota dans son inventaire avec la satisfaction tranquille des choses qui trouvent leur place exacte. Le jour où la radio fut mise en service, le maire monta avec 2 adjoints et le responsable du SDIS local. Ils se tinrent sur la plateforme et regardèrent sur la vallée. Beaumont en contrebas avec ses toits et ses platanes, et sa fontaine qui verdissait en toute saison. Le maire sortit une feuille de sa poche. Une délibération du conseil adoptée à l'unanimité la veille. Il la lut à voix haute dans le vent d'octobre, la voix un peu forcée pour couvrir le bruit des arbres. Le promontoire sur lequel se trouvait la tour de guet forestière était officiellement rebaptisé Colline Fontaine, en hommage au lieutenant Henri Fontaine et à sa descendante Léa Fontaine. Elle écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle hocha la tête une fois. « Merci, dit-elle. » C'était suffisant. Tout le monde le comprit. Coda reçut ses soins vétérinaires la semaine suivante, pris en charge par la commune sans qu'on lui demande son avis. Le vétérinaire, une femme de 40 ans venue de Grenoble,
examina la patte avant droite avec l'attention sérieuse d'une professionnelle qui ne fait pas de sentiments, mais qui fait bien son travail. Elle dit que la blessure était ancienne et mal rééduquée, que ça ne se corrigerait pas entièrement, mais qu'avec une séance de kinésithérapie animale par semaine et un sol adapté, la compensation disparaîtrait presque entièrement. Elle dit ça comme si c'était simple. Koda la laissa faire sans protester. Le soir, après que tout le monde fut reparti et que le bunker fut silencieux comme les autres soirs, Léa monta sur la plateforme. Koda monta avec elle, la patte posée avec un peu moins de précaution qu'avant, le mouvement légèrement plus libre. La nuit tombait sur la vallée. Les lumières de Beaumont s'allumaient une à une, les fenêtres des maisons, le lampadaire de la place, l'enseigne du café. De là-haut, le village avait la dimension exacte des choses qu'on peut tenir dans le regard sans en perdre aucun détail. Petit, précis, réel. Léa posa les mains sur la rambarde froide et regarda. Elle avait regardé ces lumières depuis cette plateforme des dizaines de fois depuis son arrivée. Elle connaissait leur disposition par cœur, savait quelle fenêtre s'allumait en premier le matin et laquelle restait allumée le plus tard le soir. Mais ce soir, quelque chose avait changé dans la façon dont elle lui parvenait. Pas les lumières, le regard. Koda s'assit à côté d'elle et leva le museau vers la vallée, les narines qui travaillaient doucement dans l'air froid. Léa ne savait pas exactement quand elle avait cessé d'être quelqu'un qu'on regarde de loin avec méfiance. Elle savait seulement qu'elle regardait Beaumont ce soir et que Beaumont, quelque part dans ses fenêtres allumées, la regardait en retour. Ce n'était pas de la fierté, c'était plus simple et plus solide que ça. C'était appartenir.